on va échanger sur le thème des impacts et des enjeux de la 5G pour l'embarquer, enjeux à la fois technologiques, enjeux, on en parlait lors de la précédente table ronde, également de souveraineté. Et on parlera aussi de use case, notamment dans l'automobile, mais pas seulement. Ça nous emmènera donc aussi vers les enjeux business. Enjeux business avec qui nous parlerons avec Patrick Boulier, qui est avec moi donc à Bercy. Bonjour. Vous êtes le seul intervenant en présentiel. Les autres, j'espère que tout va fonctionner, sont en distanciel, comme on dit, sont un peu loin. Vous êtes, Patrick, expert Industrie 4.0 Business, donc chez Orange Business Service. On parlera donc notamment donc avec vous de tous ces enjeux business autour de la 5G et de l'embarquer. En distance avec nous, je vois des visages qui apparaissent sur mon écran, donc c'est plutôt bon signe. Nous sommes en duplex donc avec Xavier Lagrange depuis l'école d'ingénieur IMT Atlantique. Vous êtes enseignant-chercheur. Est-ce que Xavier, vous m'entendez tout d'abord? Est-ce que tout cela fonctionne? C'est une première, un peu cette façon de faire ces tables rondes. Est-ce que vous m'entendez, Xavier? Moi, je ne vous entends pas pour l'instant en retour. Est-ce qu'on peut m'indiquer si le retour fonctionne, le retour son de nos différents invités? Je vois que vous avez votre casque, Xavier. Vous êtes sur quel site? Côté Nantes, côté Rennes, vous êtes où? Bon, je ne vous entends pas, donc on va essayer de rétablir la liaison côté son. Nous serons également en duplex avec Toulouse, où nous retrouverons dans quelques instants Éric Perrault, qui s'occupe notamment pour Renault du programme Edge Computing. Donc j'espère que la liaison fonctionne également, on verra dans un instant. Plus près de nous, à Boulogne-Billancourt, nous sommes en liaison avec Nicolas Desmonts, responsable de projet ITS chez Viveris. Et puis également en visio, Laurent Roulet, vous travaillez chez Nokia et vous dirigez un groupe de recherche chez Nokia Bell Labs appelé Cloud Native Telecom Platform Research Group. Et puis enfin, toujours à distance, mais là beaucoup plus loin, distance très lointaine, donc en Inde, nous sommes en liaison avec Shamik Mishra, vice-président d'Altran, vice-président donc de votre groupe, Luc. Et comme votre anglais, Luc, est beaucoup plus fluent que le mien, je vais vous laisser donc faire quelques mots d'introduction pour ce premier discours, cette première intervention sur la table ronde avec Shamik. Premièrement, peut-on vérifier le son? Est-ce que le son fonctionne? Est-ce que par exemple, je vais demander à nos intervenants, donc j'aperçois Xavier, j'aperçois Nicolas, est-ce que vous pouvez essayer de nous parler pour voir si tout fonctionne? Alors, moi je vous vois bouger les lèvres, je vois par exemple, Nicolas, vous êtes en train d'essayer de nous parler, il n'y a pas le son, alors est-ce qu'en régie on peut m'indiquer si on aura en plateau le retour son? Pour l'instant, donc, on n'a pas. Donc, du coup, on va commencer donc avec vous, Patrick Boulier, puisque vous êtes fort let me explain to Shamik what's happening. Hi, yes. Shamik. So we can see your face, but we have no sound, neither for you or anybody. So that's fine. We'll solve that. La 5G ne fonctionne pas encore, voilà, c'est ce qu'on va yeah, se dire. No 5G. Ça va arriver. Ça va arriver. Donc, parlez-nous, Patrick Boulier, de vos activités. Donc, en fait, moi, je voulais vous interroger un peu plus tard sur tous les enjeux business. On va donc commencer par vous, les enjeux business autour de la 5G. On parlera donc avec nos différents invités plus de technologie, plus aussi de toutes ces notions d'edge computing, du traitement de la donnée au niveau local, etc. Évidemment, derrière cela, il y a des enjeux business. Quels sont-ils et quels sont les vôtres chez Orange Business Service? Alors aujourd'hui, la 5G, c'est effectivement un vrai enjeu business pour nous. On est un acteur historique et important. Historique, très connu en France, mais pas qu'en France, puisqu'aujourd'hui on a des filiales dans plusieurs pays européens notamment, et puis aussi on est, on va dire, bien implanté dans pas mal de pays en Afrique. Voilà, la 5G, c'est un réseau qui va venir révolutionner les usages de monsieur tout le monde, mais pas que. En fait, ça va avoir un très fort impact de notre point de vue aussi sur tout ce qui est enjeu industriel, nouvelle connectivité au sein de l'industrie, convergence des connectivités et sécurisation de la data, évidemment, au sein des industries. Et on est bien d'accord, on est plutôt sur du B2B. Vous, donc évidemment, chez Orange Business Service, c'est votre cœur d'activité. Mais même dans le groupe Orange, les principaux usages quand même, ils seront d'abord d'ordre industriel, même si, in fine, il y aura peut-être du B2B2C. Alors effectivement, alors faut savoir, on va pas mettre la charrue avant les bœufs sur les bœufs sur la 5G. La 5G aujourd'hui, elle a été lancée en France dans le domaine du grand public pour les téléphones mobiles que vous pouvez avoir dans la poche. Maintenant, la 5G au niveau industriel, elle est en train d'être lancée. Et c'est celle qui nous intéressera beaucoup dans cette table ronde. Et c'est celle qui va nous intéresser aujourd'hui. On a quelques clients aujourd'hui qui font des expérimentations sur cette 5G industrielle, en sachant que celle-là, elle va arriver d'ici, on va dire, 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans.
En fait, si je peux un peu rentrer dans le détail, du coup, le temps de régler aussi vous avez les la problèmes parole pour vous tous. Voilà, Donc exactement. allez-y. Je fais une table ronde en petit comité. Aujourd'hui, on a déployé ce qu'on appelle la 5G grand public. Donc, pour améliorer simplement, en fait, si je peux m'exprimer ainsi, la bande passante sur vos téléphones mobiles, c'est-à-dire avoir une plus grande bande passante, désaturer les réseaux 4G. On sait que notamment sur certaines zones, à Paris, typiquement à La Défense, aujourd'hui, le réseau 4G est complètement saturé. Donc, c'est ce qui va permettre de réouvrir le service de la mobilité quelque part pour les utilisateurs. On a deux autres types de 5G. Donc, il y a la 5G, on va dire, où on va parler de Massive IoT, c'est-à-dire avec de la faible consommation d'énergie pour des objets connectés, et qui va permettre de connecter des centaines de milliers, voire des millions d'objets demain, et c'est vraiment l'objectif. On parle de 50 milliards d'objets connectés à l'horizon 2025. Oui, on a beaucoup de chiffres. Il y a effectivement, beaucoup de chiffres. Beaucoup de chiffres. Après, ça dépend quel périmètre on prend. Mais voilà, effectivement, ça va se compter en millions, en centaines de millions, voire en milliards d'objets connectés demain via la 5G. Et on a aussi ce qu'on va appeler la 5G, ce qu'on va appeler vraiment la 5G qui va permettre d'avoir une garantie de service, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, qui n'est pas déployé sur le réseau 5G, parce que ça a des forts impacts sur les cœurs de réseau, sur la manière dont on manage le réseau en tant que tel. Et cette 5G-là, elle va être très impactante aussi pour le domaine industriel, puisque ça va permettre de garantir le service, ça va permettre d'avoir une latence, on va dire zéro, ou à quelques millisecondes, presque zéro, qu'on va appeler une latence zéro. Et celle-là va permettre de connecter les machines, les objets de demain au réseau, et qui vont permettre leur interopérabilité entre elles. C'est-à-dire que demain, votre voiture connectée va pouvoir parler sur le réseau 5G, par exemple, va pouvoir interagir. On sait que, par exemple, typiquement Tesla, aujourd'hui, il y a beaucoup d'interactions, mais je pense que les autres constructeurs vont arriver sur ces domaines-là. Mais demain aussi, ça va être les machines qui permettent de piloter finalement votre industrie, votre chaîne de production, qui va être connectée via ces réseaux, via de la faible latence. On reparlera donc des enjeux business dans quelques instants, puisque comme on dit à la télévision, dans mon oreillette, on me dit que tout fonctionne. Donc normalement, nous avons le retour son de nos invités. Je me tourne vers Xavier Lagrange. Donc je voulais que l'on commence avec vous. D'abord, on va tester le son et juste après, donc on passera la parole au vice-président d'Altran. Mais juste un mot sur la 5G d'un point de vue technique. Est-ce que vous avez entendu ce que Patrick Boulier vient de nous dire? Est-ce que vous pouvez nous repréciser aussi donc voilà les enjeux technologiques et les enjeux de calendrier du déploiement plutôt donc vers les industriels de la 5G. Oui, bonjour. Je pense que maintenant vous m'entendez. C'est bon, on vous entend. Parfait. Oui, donc en complément de ce qui vient d'être dit, il y a effectivement dans un premier temps la 5G qui est vue comme un complément, une augmentation de débit de la 4G et on établit les connexions, tous les dialogues se font en mode 4G. Donc ça, c'est un premier pas, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que la 5G, c'est un changement complet de tout ce qui est intérieur du réseau, cœur du réseau. C'est-à-dire qu'on va... la 4G, finalement, est assez monolithique. On a des gestions de flux qui sont faits un peu de manière systématique. Avec la 5G, on va voir un réseau où les équipements, on peut les voir un petit peu comme des serveurs web, donc des choses qu'on maîtrise bien, et où on va pouvoir virtualiser les fonctions, c'est-à-dire faire tourner les bases de données, par exemple, qui servent à la localisation, ou les équipements qui permettent d'établir les connexions. On va pouvoir les faire tourner sur du hardware générique et on a une souplesse qui permet de les faire démarrer dynamiquement et donc de les placer où l'on veut. Ce qui permet effectivement, pour un cas d'application où on a des contraintes, de les mettre le plus proche du terminal, le plus proche de l'utilisateur. Et puis il y a aussi le fait qu'on va pouvoir, et ça c'est important pour les applications industrielles, lancer ce qu'on appelle des slices, des tranches de réseau, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs réseaux virtuels, mais que les terminaux, les serveurs d'application voient comme des réseaux réels, je dirais.
et qui peuvent donc fournir, mettre l'accent sur une qualité, une partie de la qualité de service. Si la latence est importante, eh bien on favorise la latence dans une tranche de réseau, dans une slice. Si au contraire c'est la faible consommation d'énergie des terminaux, on va avoir des réseaux qui vont être configurables, et le maître mot, c'est la souplesse, l'adaptation, je dirais, donc, qui est effectivement important dans toutes les applications. Merci. Merci donc d'avoir posé les bases technologiques de notre discussion. On reparlera de certaines notions que vous avez évoquées, notamment le edge computing ou évidemment les cas d'usage, les cas industriels. On va donc aller du côté de l'Inde directement avec Shamik Mishra. Et donc Luc, je vous laisse introduire la présentation et l'intervention du vice-président d'Altran. Yes, sure. Donc, ce que je suggère, c'est peut-être de revenir sur les 2-3 idées qui ont été partagées, juste pour aligner Shamik. So Shamik, a couple of ideas that have been shared. First of all, notion of augmentation of the bandwidth for personal usage. Second topic, the IoT usage that will create a massive amount of needs. And the third level is the quality of service. Okay, not only the low latency and so on, which enables connection with the such systems as autonomous cars and so on. And second couple of ideas, 5G means also positioning the computing where we want, sometimes closer to the sensor, closer to the customer, and again this question of quality of service, low latency and so on, that sometimes also can be used to manage energy saving. Because thanks to the slicing, we can definitely manage the network, the core network. That's it. Up to you, Hamik. Thank you, Jean-Luc. Can you actually hear me properly? Yeah, it works. Yes. Okay, perfect. Thank you so much. Thanks for inviting me today. I know you guys are speaking in French, and you will forgive me for speaking in English. Unfortunately, I don't know French that much. But it was a great honor to be here, and what I wanted to discuss today is what does that really mean in terms of edge computing for the embedded ecosystem. The embedded ecosystem itself is evolving rapidly today to leverage two major technological changes. One is in the artificial intelligence, and the other one is in edge computing. And binding them together is perhaps 5G, which is the fabric that connects the connected products to the network. Now, if you look today at the embedded edge computing area, there are three major trends that we think are quite important to make 5G a major differentiation, particularly for the industries as well as for consumers. 5G, of course, brings fast and reliable connectivity. So this means that 5G devices today will be able to selectively offload computing, events, stream data to localized network edge, which perhaps wasn't that much of a possibility earlier. And this means that a massive amount of uplink data would get generated when more and more such devices start to offload computing towards the network. So there must be a way to actually compute something in the device itself, as well as leveraging a more powerful network edge to process this data. This gives rise to the fact that then we need more intelligent devices which can not only connect to the network, but can also take some decisions on their own. This would keep the network better utilized. It would perhaps make the network more sophisticated in terms of its ability to scale. And therefore, we come up with this concept of distributed intelligence, where the intelligence of a particular application, whether it's a connected car, whether it's in automotive or in manufacturing or in consumer devices, not everything would be in the device, neither everything would be in the cloud. There would be something on the edge as well inside the network, which, by the way, is a great opportunity for telco operators. And all of this together would form a one single service towards the end user. So this has given rise to what we call as the distributed intelligence in computing. So devices are getting more intelligent, as well as the network and the cloud together will perform the end-to-end use case. Having said that, can the devices today become an edge in itself,
or do they have to rely entirely on the network edge? In my opinion, both of the edges have a role. The devices itself will play an important role in delivering certain services, as well as the edge on the network. But for that, a significant capability has to be generated on embedded technologies. For example, how do we have lesser power consuming AI chips working on the network? We perhaps cannot have an use case which consumes too much power and it's expensive because the computing power required in the network is too high. So there must be a way to balance that. And that's where I think the advent of AI chips has given a new dimension to the whole edge computing story. The other area is the application ecosystem. Now, if we go back and think about 3G or 2G in the past, there was internet, but we didn't know really how to consume them. So if you go back to, say, early 2000s, we had those phones where there was a browser and it was very difficult to consume internet on those browsers. I mean, you could hardly open a web page, forget about doing any transactions. That all changed with the advent of 3G and to a certain extent 4G, when the application ecosystem got built, where apps were developed and iPhone actually and Android ecosystem actually changed all of that. We now knew how to consume internet on devices. And the major contributor to that, apart from the device companies as well as the networking aspect in itself, were the developers, the application developers sitting somewhere, innovated because they were given the tools of fast connectivity and a better computing device that is the mobile phone itself. And in 4G, we actually see a massive consumption of that model. Today's technologies actually don't need anything beyond that. If you look at one of the world's largest hotel companies don't own any hotels. One of the world's largest car companies or taxi companies don't actually need to own any cars. It's all about enabling an innovative ecosystem of application developers and consumers and connecting them all the way together. So application developers are critical. And if edge computing actually has to succeed, the application developers have to be made first-order citizen in the ecosystem. You have to make development of applications for edge ecosystem, whether it's on the device or on the network edge or on the cloud, seamless. The experience itself should be so good that an application developer doesn't have to feel the boundaries of distance. It should feel like they're still building an application that's running in their own network. And for that, a lot of work has to be done amongst the ecosystems of device makers, application developers, telco operators, enterprises, and even semiconductor companies to enable such application development on such a widely distributed system. And finally, with that, I'll end my part, is that the question of higher security and privacy is also pretty important when we start to connect devices. I mean, today, if all our devices are connected to the internet, in the back of our mind, we would always be concerned about whether my security is intact, whether my privacy is getting compromised. And so that means there must be a way where all these connected products and connected devices are secured on the network. This requires a fair amount of work, both on the device as well on the network side. It also needs new kind of design models and design mechanisms so that such applications are still innovated on without compromising on security and privacy, and perhaps network edge being closer with a less energy footprint and in a more managed environment, particularly if it is a telco operator, for example. It might give a better ecosystem for security and privacy for application development. And with that, all of this together, more and more devices connecting to the network is actually a great idea, just that we perhaps have to manage the computing and the network, the output of this entire ecosystem. Thank you very much for this first intervention. Une synthèse pour enchaîner sur ce qui vient d'être dit. Donc on a eu donc à la fois des aspects technologiques, on a eu donc à la fois, il a beaucoup parlé aussi des cas d'usage à venir des applications. Donc on a vraiment un décor qui est bien planté là, voilà, pour la suite de notre discussion.
je pense, dans Chami qui est revenu sur les 3 niveaux, les capteurs qui deviennent certaines circonstances plus intelligents, capables de réaliser les traitements par eux-mêmes, le cloud qui est derrière, et puis cette intelligence intermédiaire dont on a absolument besoin. Le fait que si cette intelligence doit être seamless, doit être sans continue, hein, sans redondance, mais sans souci non plus, les écosystèmes ont besoin d'échanger ensemble, considérant que les écosystèmes sont variés, hein, les fabricants d'objets, les opérateurs de réseau, les équipementiers. Et puis il a également mentionné des dimensions qui avaient été déjà précédemment abordées, la dimension de l'énergie. Avoir la bonne capacité de calcul qui met en œuvre le bon niveau de puissance à consommer, les notions de data privacy également, de maîtrise de la donnée. La donnée est au niveau de mon capteur, mais est-ce que je la pousse vers le cloud? Dans certains cas, non. Dans certains cas, le edge est plus pratique pour faire une frontière, en fait, pour maîtriser cela. Voilà. Beaucoup de sujets donc abordés. On va rester sur les sujets technologiques. On va retrouver Laurent Roulet donc, de chez Nokia. Donc on l'a vu, cette technologie 5G permet plus de capacité, permet, on l'a dit, une latence quasi zéro. Et cela introduit donc aussi cette notion d'architecture cloud qu'il faut, vous dites, distribuer horizontalement. Expliquez-nous ce que vous entendez par cette expression. Oui, bien sûr. D'abord, est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend, Laurent. Parfaitement. Donc, bonjour. Effectivement, je crois que ce sujet a été bien introduit par les prédécesseurs, notamment sur le fait que la connectivité qui est de qualité fibre pratiquement, au niveau latence, au niveau débit, permet finalement d'oublier finalement qu'on a un réseau qui est cellulaire avec sans fil, et donc permet du coup d'intégrer les éléments mobiles dans une longue chaîne qui est en fait un système distribué avec des composants qui ont des capacités différentes, des clouds centralisés avec des capacités quasi infinies de calcul et de stockage, du cloud edge qui lui est plus spécialisé, et puis on parle même de far edge pour expliquer qu'il y a plusieurs niveaux de capillarité finalement dans le calcul, et finalement les systèmes embarqués qui sont connectés par cette liaison sans fil et qui s'intègrent. Donc dans une architecture qui est distribuée, comme on le disait, entre le central, l'edge, le far edge, etc. Et du coup, la question est posée de comment finalement l'utiliser au mieux, comment optimiser cette architecture. Certaines fonctions devront fonctionner au plus proche de l'utilisateur pour des questions de latence. D'autres ne nécessitent pas cette latence et peuvent se trouver positionnés plus optimalement d'un point de vue coût, plus à l'intérieur du réseau. Donc il est essentiel d'avoir une approche un peu holistique sur la façon d'orchestrer les fonctions de manière continue et de gérer la complexité finalement introduite par la multiplicité des lieux de calcul. Donc on est bien dans un système distribué qui du coup nécessite une certaine façon, un certain paradigme de programmation, lequel paradigme est probablement va ressembler beaucoup à celui du cloud que l'on a aujourd'hui fixe, et qui va donc s'étendre et embrasser finalement l'ensemble du spectre avec son paradigme qu'on appelle le paradigme cloud native ou web scale. Alors, une fois qu'on a introduit cette notion horizontale, il faut passer à la notion verticale. La capillarité. Voilà, on peut introduire une notion verticale, puisque vis-à-vis d'un développeur d'application, il a face à lui donc un système complexe, et lui, son intérêt, c'est de pouvoir faire tourner son application au mieux. On peut penser par exemple à une application d'intelligence artificielle ou tout autre type de domaine. Le développeur, il doit pouvoir éviter de reprogrammer à chaque fois que
un échelon supplémentaire est introduit dans le réseau. Donc on se retrouve finalement, du point de vue du développeur, il a face à lui ce système sophistiqué, et son intérêt, le temps qu'il veut consacrer, c'est de mettre au point son application. Donc cette relation verticale questionne finalement comment rendre l'expérience du développeur d'application la plus optimale. Et pour cela, il faut faciliter son développement et faciliter les déploiements de son application sur les différentes instances. Merci beaucoup. Pour ça, je vous interromps parce qu'on a beaucoup d'intervenants encore. On va rester sur la partie technologique, mais aussi déjà donc avec un premier développement vers les enjeux de souveraineté. On retrouve à Toulouse Éric Perrault. Vous vous occupez du programme Edge Computing pour Renault. Et quand on a échangé il y a quelques jours, vous me parliez de vos interrogations sur finalement cette infrastructure et ce Edge Computing. Qui va le déployer? Est-ce qu'on ne va pas être un peu dépendant, encore une fois, des fameux GAFA? Quelle est votre opinion, si vous m'entendez, Eric, et si nous vous entendons également? Est-ce qu'Eric est avec nous en liaison de Toulouse? Ça devrait aller mieux comme ça. Voilà, avec la fin de mute, c'est mieux. Allez-y, donc on vous écoute. Moi, je vois le Edge Computing comme plusieurs choses. Une capacité de calcul supplémentaire. Donc ça va amener le monde automobile certainement à repenser sa façon de faire du software embarqué, qui sera peut-être d'ailleurs de moins en moins embarqué. Ça va amener de nouveaux services qui vont permettre de mutualiser le calcul. Donc ça amènera les véhicules à remonter de plus en plus d'informations, donc à avoir un trafic uplink très important. Mais effectivement, sur qui va héberger ces services? Qui va offrir cette capacité de calcul? Est-ce que c'est les GAFA? Puisque là récemment, Amazon a annoncé un deal avec Verizon pour offrir des services, pour offrir une infrastructure Edge sur des slices URLC, donc sur des slices automobiles. Donc est-ce que ce sont les GAFA? Est-ce que ce sont les telcos? Qui va prendre la main selon vous? Je ne sais pas. Vous ne savez pas, vous posez la question. Moi, je ne sais pas. Oui. Et pour moi, c'est un enjeu de souveraineté, certes, mais aussi c'est un enjeu, je pense, important pour des gens qui veulent développer des services dans ce Edge, parce que si c'est Amazon qui s'impose, le framework de développement d'Amazon va devenir de facto un standard, quoi. On en vient, si vous voulez bien. Donc, je reviendrai vers vous dans quelques instants. On va maintenant, il nous reste environ un quart d'heure, parler un peu des applications industrielles, des cas d'usage. Donc, on va beaucoup parler évidemment de véhicules. On a déjà beaucoup parlé de véhicules connectés. Est-ce que l'automobile, c'est vraiment le cas d'usage numéro un? Vous me parliez, Patrick Boulier, donc de Orange Business Service, d'expérimentation chez plusieurs de vos clients. C'est essentiellement dans l'automobile ou c'est dans d'autres secteurs? Alors, les premières expérimentations, à ma connaissance, ne sont pas dans l'automobile, mais vraiment sur les chaînes de production industrielles. De quel type de secteur? Par exemple, une chaîne de production de composants électroniques, pour lequel, en fait, on est venu positionner effectivement de la connectivité 5G dans l'usine pour offrir des nouveaux services connectés. Pour le fait, donc connectivité des machines, mais aussi pour le technicien ou l'opérateur augmenté, ou enfin ce type de service-là qui est en train d'arriver dans l'usine. Ouais, je dirais il y a vraiment deux aspects aussi pour rejoindre la partie Edge et justement 5G. Effectivement, comme le disaient les autres personnes de la table ronde précédemment. Effectivement, l'Edge va venir se positionner finalement à tous les niveaux de la chaîne de production, que ce soit au cœur du système de production industrielle jusqu'à la partie finalement Far Edge, où on va se retrouver dans le Edge Cloud. Et pour vous, donc les enjeux business, ils sont dans quel secteur et ils sont à quel niveau surtout? Et les enjeux business, ils sont à tous les niveaux en fait. À la fois dans l'usine, puisqu'on va venir transformer l'usine finalement avec une convergence qu'on appelle chez Orange la convergence OT-IT, c'est-à-dire la convergence des métiers avec les DSI finalement, où on va venir impacter ces chaînes de production via l'ajout de nouveaux services et de nouvelles connectivités.
Et aussi, on va dire, au niveau d'un pays, pour la production, typiquement si je prends le cas de Renault, où on va venir finalement collecter, centraliser les données des chaînes de production des différentes usines Renault, pour illustrer par exemple, et puis d'une manière plus globale, venir centraliser mondialement, quand on a des entreprises mondiales, les données au niveau des sièges ou des différents data centers. Donc c'est vraiment cette agrégation de données et ces calculs qui vont être localisés à la fois sur la partie chaîne de production en local, pourquoi pas au niveau des cœurs de réseau 5G demain, mais aussi, on va dire, de manière centralisée dans le cloud. Et donc c'est la transformation, pour nous, la transformation des industries et des entreprises, elle va venir vraiment à tous ces niveaux-là. Et après, je dirais, il y a la deuxième partie qui est l'objet en tant que tel. Et si on prend l'illustration de la voiture, elle va être un objet connecté demain et de plus en plus. C'est-à-dire que le véhicule va à la fois parler avec le constructeur, typiquement pour la maintenance, mais va aussi pouvoir demain, et on pense ici à la voiture autonome, va pouvoir... Avec son utilisateur d'abord, voilà, c'est ça. Avec son utilisateur, mais aussi avec les voitures qu'il va y avoir dans l'environnement immédiat. Typiquement sur une autoroute, vous êtes rarement tout seul. Donc demain, pour sécuriser, vous allez pouvoir échanger les données avec les autres automobiles. Ah là, je parle dans un futur, on n'est pas à l'année prochaine. Mais dans quel futur? Parce que voilà, c'est une question que nous, journalistes, on aime bien poser. On n'a jamais de réponse claire sur le futur réaliste de la voiture autonome. Je dirais, si on se place sur l'horizon pur telco, sur lequel je peux parler un peu plus, on va être sur un horizon, on va dire 5 à 10 ans. Maintenant, je ne peux pas parler au nom des constructeurs automobiles, parce que qui dit connectivité entre les véhicules dit que les véhicules sont capables de se parler un même langage. Mais qui dit aussi nécessité de traiter l'information au niveau local, parce qu'on n'a pas le temps de la faire remonter, l'information. On n'a pas le temps de l'envoyer dans un cloud centralisé pour qu'elle redescende. Et c'est là où l'edge computing vient prendre toute sa place. J'aimerais qu'on parle également, on n'a pas encore discuté avec Nicolas Desmonts de Viveris, vous êtes également en visio, et vous travaillez donc aussi sur ces use cases à venir, notamment sur la sécurité routière. Expliquez-nous cela, Nicolas. Oui, tout à fait. Merci, bonjour à tous. Viveris, effectivement, on est expert dans les applications et dans les applications qui utilisent les liens télécoms, notamment autour du véhicule connecté et ce qu'on appelle les CITS, donc les systèmes de transport intelligent ou collaboratif, donc la route connectée finalement. Et si je peux ici vous amener un peu le focus qu'ont nos clients, c'est deux besoins majeurs. Donc c'est augmenter la sécurité routière, d'une part, c'est la priorité absolue. Et puis deuxièmement, apporter à l'utilisateur des services à valeur ajoutée. Et je vais vous parler dans un deuxième temps des apports de la 5G par rapport à ces enjeux-là. La sécurité routière, vous en parliez il y a un instant, c'est voir plus loin, en fait, être averti avant des péripéties sur la route. Donc ça signifie également, on vient d'en parler, des communications de véhicule à véhicule. Les véhicules sont bardés de capteurs de plus en plus, les lidars se développent, on voit plus loin depuis le véhicule, mais si on est capable de voir derrière le tournant par la radio, c'est intéressant. Et puis également des informations qui viennent de l'infrastructure, donc également des gestionnaires routiers, des autoroutiers, des gestionnaires publics, sur ce qui se passe sur la route, cette fois-ci un peu plus loin, à 1 km, 2 km, un accident, un obstacle. Donc ça, c'est pour l'aspect sécurité routière. Pour l'aspect service à valeur ajoutée, on imagine très bien des informations d'intermodalité. J'approche d'un parc relais, j'ai sur l'habitacle de mon véhicule le nombre de places qui sont disponibles, l'horaire du prochain départ du train, et donc je peux me garer, monter dans le train, dans le métro, et ensuite continuer mon trajet. D'autres enjeux, l'accès Internet à des fins de divertissement dans le véhicule, chacun sa tablette et chacun son compte Netflix. Et face à ces besoins, donc, quels sont les apports à venir de la 5G ? Oui, tout à fait. Donc sur la 5G, sur le V2V, donc de véhicule à véhicule cette fois-ci, donc sans passer par le réseau, ce qu'on note avec intérêt, c'est qu'il y a des travaux de standardisation qui visent à mettre en place ce qu'on appelle la 5G V2X, donc la capacité de parler de véhicule à véhicule. C'est déjà ce qu'il est possible de faire avec d'autres technologies comme l'ITS G5 qu'on est en train de déployer en France. Donc vous parliez tout à l'heure de l'aspect calendrier.
Aujourd'hui, on a des possibilités avec l'ITH G5, avec un super Wi-Fi, entre guillemets, de faire ces communications-là. La 5G nous promet aussi des avancées sur ce domaine-là. Et puis, deuxièmement, sur l'aspect communication avec l'infrastructure, tous les cas d'usage à valeur ajoutée dont je vous parlais, bien sûr, ces communications-là vont bénéficier des apports de la 5G, notamment la capacité d'avoir une connexion à meilleure bande passante et une latence réduite. Donc j'ai apprécié également l'introduction qu'on a faite tout à l'heure de dire que bon, la 5G, il y a eu les attributions de fréquences il y a quelques mois par l'ARCEP. Il y a l'ouverture des premiers services commerciaux. On n'en est qu'au tout début. Donc la couverture, ça débute. C'est plutôt à horizon de quelques années, tout à fait. Et il y a surtout un triptyque d'avancées techniques à considérer. Donc un haut débit, une faible latence et puis une densification des objets qu'on va pouvoir traiter. Et donc l'implémentation, donc ça c'est les promesses de la 5G. Et au choix de ces trois apports, on va devoir placer le curseur. Donc est-ce qu'on veut davantage de débit, est-ce qu'on veut une latence réduite? On ne pourra pas avoir les trois en même temps, mais en fonction des usages, et notamment pour le véhicule connecté, la 5G va permettre des avancées majeures sur ce plan-là. Je vais interroger Nicolas Desmonts, si vous le voulez bien, Xavier Lagrange à IMT Atlantique. Voilà, sur le curseur, où faut-il le placer, si on peut rebondir sur les propos à l'instant de Nicolas Desmonts de Viveris. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, donc effectivement, je pense que ce qui vient d'être dit est très important, c'est-à-dire que il y a toujours des compromis à faire et qu'on peut pas avoir à la fois un système qui offre des débits gigantesques, une faible latence, un nombre de terminaux accueillis aussi gigantesque, et que il y a donc des compromis à faire. Et je dirais d'un point de vue là plus de chercheurs, il y a encore des questions non résolues telles que aussi où placer les traitements. On sait bien que plus le traitement est proche de l'utilisateur, plus la capillarité est grande, donc moins on est efficace énergétiquement parce que moins on a de mutualisation. Et donc il y a des compromis à trouver entre placer les traitements très proches de l'utilisateur ou les mettre beaucoup plus dans le cœur de réseau. Dans le cloud, oui. Far Edge ou dans le cloud, et que ça c'est encore aujourd'hui, alors sur un plan un peu méta, mais des questions de recherche qui demandent de l'analyse mathématique assez poussée. J'aimerais qu'on termine sur des notions de souveraineté, à moins que Luc, vous vouliez ajouter quelque chose. Je voulais juste peut-être partager avec Shamik, alors je ne sais pas Shamik s'il est toujours là, parce que j'ai vu le visage disparaître. Shamik, are you there? Yeah, I'm there. Yeah, okay. Je veux juste partager quelques idées qui ont été. So, Shamik, just a couple of ideas that have been shared. First of all, this notion of horizontal architecture. Okay, on the three stage that you already mentioned. Importance of the application level, and notably the tool chain, how to provide the developer the way, the tools and the capabilities to build those kind of new architectures. Second topic on who will provide the service? There is a question, are the services to be provided by GAFAM? Who will be able to provide a service on top of the product and architectures and so on? Third message on for automotive, 5G for automotive, maybe yes, maybe no, maybe not tomorrow morning, but some concrete use case on the industrial use case. How, with a kind of zoom out, how can I connect my plants by putting some connection with the machines, and also zooming out on how do I have to manage all my plants all road round. And last message on automotive, the importance of security and service. So what the customers are looking for is security and service on top of the product, and that's a kind of challenge between numbers of objects to be connected, bandwidth, and latency. Maybe it's not really possible to get the best of the three dimensions. And I think this is it
on the... Interroger sur les notions de souveraineté qui ne sont pas les mêmes en Inde, j'imagine, que dans notre continent. Okay, Shamik. Are you ready? Une minute. Yeah. So 1 minute for you to share notion of sovereignty. Do you think this notion of sovereignty that somehow have been reinforced by COVID stuff, do you think in India, this sovereignty question is assumed the same way as in Europe or eventually United States? Yes, so in India, at least in the past 1 year, and thanks to COVID, I think this particular topic has come forward again and again, and the Indian government has been pushing for more self-reliant ways of developing an ecosystem of applications to security and privacy, as well as, more importantly, data sovereignty. So in a way, I think this would be a critical factor for every new technology development on how we can build technologies within the scope of sovereignty. Yes, it doesn't mean that there will not be any kind of technology collaboration. This world is too big for that. The bigger part is that how do we manage data? How do we actually localize or hyper-localize application content? That's going to be critical. And if you look at edge computing and 5G, if anything has to work in this context, it has to be applications. And these applications will be extremely localized. Not just because it's about edge, but it's more because the content and what is going to be delivered to the consumer has to be extremely localized. So this requires a fair amount of capabilities around sovereignty, whether it's on the cloud side, whether it's on the network side, or more importantly on data spaces. Each industries would have their own data generated. Those data has to have a fair amount of sovereign control. How this would actually pan out from a technology ecosystem perspective, I think it's still open. But this is going to be important going forward for sure. Thank you very much for your intervention. Il nous reste 2 minutes précisément, donc on va faire rapidement un tour d'horizon de nos différents intervenants. On va revenir à la question un petit peu de base, 5G, opportunité ou non pour l'embarquer. Je vais vous donner la parole à tour de rôle. Direction tout d'abord donc l'IMT Atlantique avec vous, Xavier Lagrange, en 20 secondes, vraiment votre conclusion de cette table ronde. Ma conclusion, c'est que on voit que dans les réseaux, la partie informatique finalement prend de plus en plus de l'importance, c'est toutes les technologies logicielles qui sont extrêmement importante à maîtriser. Et donc, je ne dirais qu'une chose, développons l'enseignement de l'informatique, donnons aussi le goût, là, en tant que prof, aux étudiants de coder, de réaliser, de développer des logiciels. C'est déjà un peu fait dès le secondaire, l'initiation à l'algorithmique, mais développer l'enseignement de l'informatique et la pratique de l'informatique, du code, me paraît extrêmement important. Merci beaucoup Xavier. Direction Toulouse une nouvelle fois avec Renaud, Éric Perrault. Donc même mot de conclusion sur cette table ronde. Oui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on est qu'au début et que actuellement ce qui est déployé c'est entre guillemets que ta 4G++, mais que la vraie révolution va arriver avec le edge computing. Et que pour l'automobile, ça va révolutionner la façon de faire du soft, qui ne sera plus qu'embarqué, mais qui sera distribué entre le edge et l'embarqué. Merci. Étant au moins les curseurs. Merci beaucoup. Laurent Roulet pour Nokia. J'ai une question qui nous arrive d'un des internautes sur la 5G industrielle. Ne faut-il pas se poser la question des réseaux avec l'approche Ariana soutenue par Louis Pouzin? Donc, question très, très précise. Vous n'avez que 20 secondes, malheureusement, pour y répondre. Allez, 30. Donc sur la 5G, oui, bien sûr, c'est une opportunité parce que ça lève des blocages de connectivité qu'on a évoqués pendant cette discussion, c'est inévitable. Mais du coup, ça ouvre plus de possibilités et il y a une explosion combinatoire en termes de programmation et de reconfiguration des applications et déploiement des applications qu'il faut résoudre. Donc on ouvre des possibilités, on augmente les possibles, c'est très bien, mais il faut apporter les outils. Et ça, c'est un challenge lié à l'informatique et lié au cloud qu'il va falloir résoudre. Et surtout pour l'embarquer aussi. Inventer les outils, même mot de conclusion de votre côté, Nicolas Desmond, chez Viviris. Oui, tout à fait.
Finalement, on peut dire que la 5G, ça nous offre un terreau de technologie sur lequel on va pouvoir piocher. Mais il faut garder à l'esprit que notre métier, c'est de faire de l'intégration, de produire du service et de confronter ces potentialités à la réalité. Pour revenir sur la question de la souveraineté, on a la possibilité, entreprises françaises, européennes, de produire ces services-là. La mainmise des GAFAM n'est pas forcément une fatalité sur l'ensemble des services. Je parlais tout à l'heure de véhicules connectés. On peut, les constructeurs automobiles, par exemple, ont leur mot à dire face à des applications comme Waze, etc. On a des avantages, on a les outils pour le faire et on a les capacités d'intégration de l'ensemble de ces services. Merci pour ce mot de conclusion. Donc, on avait beaucoup d'autres thèmes à aborder, vraiment trop même, je pense. Le mot de conclusion sur la scène de vous, Patrick Boulier, chez Orange Business Services. Oui, juste quelques mots. Effectivement, on peut toujours se poser les questions sur la souveraineté vis-à-vis des GAFA. Maintenant, on est... je pense que typiquement, par exemple, tous les telcos, aujourd'hui, dans tous les pays, ont des solutions à proposer pour garder une certaine souveraineté, à la fois au niveau déploiement réseau, hébergement, etc. Maintenant, il ne faut pas non plus se leurrer. Effectivement, derrière, on se repose sur des équipements qui peuvent être européens ou autres. Merci beaucoup, en tout cas, voilà, pour ce mot de conclusion. Et merci beaucoup pour votre participation, d'être le seul qui étiez présent ici. Merci à tous ceux qui étaient également en distance, que ce soit donc en France, que ce soit même en Inde. On remerciera par un petit WhatsApp également votre vice-président qui a été très performant et très loquace, mais très intéressant sur ce qu'il nous a dit. OK, thanks a lot, Shamik.